cette constitution, régime présidentiel, ensuite régime semi-présidentiel avec la constitution de 92, régime semi-présidentiel qui ressemble un peu au système français, avec un président et un premier ministre qui se partagent un peu en réalité le pouvoir. Et aujourd'hui, nous en arrivons à une situation où l'on veut passer à un régime qui sera un régime que nous n'avons pas connu jusque-là, qui n'a jamais existé chez nous, le régime parlementaire. Bien, merci. On m'a signalé tantôt, pour ceux qui regardent le direct sur Facebook, votre micro ne marchait pas. Je crois que maintenant c'est réglé. Que ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde veuillent bien nous excuser pour ce son qui a été désactivé involontairement. Malheureusement, les auditeurs ont perdu une partie de cette émission-là. Nous allons quand même, en attendant d'avoir l'essentiel de ce pourquoi vous avez été invité, à savoir décortiquer les forces et les faiblesses du régime parlementaire. Vous demandez, pour la Constitution de 1990, vous étiez là. Quelles étaient globalement les grandes lignes de cette Constitution de 1992? Le premier élément de la Constitution de 92, c'est une Constitution qui a essentiellement pour soubassement le respect des droits de l'homme. Parce que ceux dont les Togolais ont le plus souffert jusqu'à notre arrivée à la conférence nationale, c'est la violation des droits humains, c'est le non-respect des droits humains. Donc, 50 articles dans cette Constitution, articles, je crois, 10 jusqu'à 60, ont été consacrés aux droits de l'homme. Deuxième chose, c'est une Constitution pluraliste et semi-présidentielle où le président de la République a des pouvoirs, mais en même temps, lorsque l'Assemblée il y a une majorité à l'Assemblée, on est obligé de désigner un Premier ministre au sein du parti majoritaire, et ce Premier ministre en réalité gouverne et partage le pouvoir exécutif avec le président de la République, qui a quand même dans ce régime un pouvoir assez important. En fait, c'est un exécutif à deux têtes réelles. Et le troisième élément de cette constitution, c'était essentiellement d'aller vers une constitution qui garantisse la justice aux citoyens. Voilà l'esprit global dans lequel la constitution de 1992 a été élaborée et adoptée. Vous étiez dans le 90, plus de 30 ans après. Est-ce que vous avez eu l'idée, où vous avez été, cette idée vous a effleuré à cette époque-là, que la Constitution du Togo allait subir autant de, je ne veux pas parler de toilettage, mais tant d'attouchements, parce que depuis 1990 jusqu'à présent, cette Constitution s'est toujours retrouvée au cœur des fois de certaines polémiques, des fois de controverses, de manifestations même violentes. Il y a quelques années, avec l'appel au retour de la Constitution de 1992, il y a eu des manifestations violentes sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur du Togo. Est-ce qu'à cette époque, vous pouviez penser ça? Non, 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 du tout. Je ne pouvais pas envisager que la Constitution que nous étions en train d'écrire avec la conférence nationale, au sortir de la conférence nationale, allait subir autant de modifications, autant d'amendements, autant de problèmes. En réalité, c'est qu'au lieu de s'adapter au texte, les hommes qui sont passés ont voulu que le texte s'adapte à eux. Or, un texte, une loi fondamentale, une constitution, ne peut pas s'adapter à ceux qui gouvernent. C'est à ceux qui gouvernent de s'adapter à ce texte et de gouverner en appliquant le texte et en s'intégrant, en allant dans le sens du texte. Malheureusement, chacun a voulu que le texte s'adapte à lui. Et surtout, la volonté de s'éterniser au pouvoir a fait que, à chaque fois, on a voulu modifier ce texte-là. La répartition des pouvoirs, la volonté d'avoir le maximum de pouvoir a fait qu'on l'a modifié. D'abord par le général Eyadema, qui ne se voyait pas compte tenu du pouvoir tel qu'il l'avait eu et tel qu'il l'a exercé, dans cette constitution qui limite ses prérogatives. Et puis ensuite, avec l'arrivée du nouveau président au pouvoir,
qui non plus ne se sentait pas s'enfermer dans un pouvoir qui limite le nombre de temps qu'il va faire au pouvoir et le nombre de prérogatives, la quantité de prérogatives qu'il va avoir. Donc, la réalité est que ceux qui ont exercé le pouvoir ou ceux qui l'exercent refusent de s'adapter et préfèrent que le texte s'adapte à eux. Or, une constitution, elle peut rester là pour 1000 ans. Tous ceux qui arrivent doivent s'adapter à la constitution. C'est un peu, quand nous prenons la constitution des États-Unis, la constitution en France, la constitution dans différents pays, même en Afrique du Sud, la constitution au Bénin, la constitution au Ghana, depuis 1990, où ces constitutions ont été adoptées, tous les présidents qui passent s'adaptent à la constitution et ne demandent pas à la constitution de s'adapter à leur pouvoir et à leur exercice de pouvoir. Ce que vous venez de dire me fait penser à une expression qui revient très souvent quand on évoque les constitutions. On dit qu'il faut inscrire la disposition dans du marbre. En réalité, on a comme l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas, en réalité, qui n'est pas mouvant ou qui n'est pas facilement mouvant. Qu'est-ce que cela doit vouloir dire pour les Togolais? Puisque, visiblement, les Togolais, sur les 34 dernières années, ont l'impression que leur constitution n'est pas si solide que ça. Les constitutions des pays doivent être inscrites dans le marbre. La constitution de Togo est inscrite sur du sable. C'est ça la différence. Chaque vent qui passe, chaque volonté qui passe, chaque souffle qu'émet nos dirigeants efface la constitution et la remplace par une autre. Malheureusement, c'est ça. Les autres constitutions sont inscrites dans le marbre. Vous allez au Nigeria, la constitution est telle qu'elle depuis des années. Elle n'a pas été modifiée. Mais la nôtre, elle est modifiée tout le temps parce qu'on l'a inscrite sur du sable. Si le souffle du dirigeant est très fort, il efface la constitution et il la remplace par une autre. Malheureusement, c'est ça. C'est togolais? C'est togolais. Ça, c'est togolais. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes particuliers. Hein? Quand vous voyez le nombre de fois que notre constitution a été tripatouillée pour certains, amendée pour certains, révisée pour certains, et maintenant, avec la tendance de carrément la remplacer, vous comprenez que la constitution togolaise, c'est au gré de la volonté de ceux qui gouvernent. C'est ça, malheureusement. Est-ce que c'est parti de la conférence nationale? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce que la conférence nationale, presque toutes les tendances y étaient. On pouvait imaginer qu'au sortir de cette conférence nationale, la constitution qui sortirait, cette constitution allait avoir une longue durée de vie. Oui, ce n'est pas ce n'est pas une histoire de la conférence nationale, puisque déjà dès le départ, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu la constitution d'après les indépendances, et puis après il y a eu une période sans constitution, et puis le parti au pouvoir a gouverné de différentes manières, le RPT, avant d'en arriver à une idée de constitution, et même là, on a changé des choses le plus souvent, et puis on est arrivé à la constitution de 92, que le général Eyadema a fait modifier de plusieurs manières avant son décès. On avait pensé que, bon, ok, après cette modification, elle resterait, mais la volonté, essentiellement, de diriger comme celui qui est au pouvoir le veut, et de s'éterniser au pouvoir, ces deux éléments-là ont conduit au fait que cette constitution soit modifiée. Donc ce n'est pas une question de conférence nationale ou du fait que cette constitution soit issue des discussions qui ont eu lieu au cours de la conférence nationale. Le problème togolais est un problème de personne. C'est un problème de personne. Ce n'est pas un problème de texte. La constitution que nous avons... Mais quand vous parlez de personnes, oui. Nous n'avons pas les personnes qu'il faut pour justement faire appliquer cette constitution? Nous avons des personnes qui veulent que le texte de la Constitution soit ce qu'ils veulent, pas ce que le peuple a décidé à un moment donné. Le texte de la Constitution doit répondre à leur volonté. Et donc, même lorsque nous parlons aujourd'hui de régime parlementaire, je vous ai dit tout à l'heure que l'article 48 du nouveau texte qu'on nous propose dit que celui qui sera le président de la République et qui n'aura en réalité aucun pouvoir, qui aura un rôle essentiellement d'apparence, qui aura un titre honorifique, avec le peu de pouvoir qu'il a, même les actes qu'il doit signer, si celui qui a la réalité du pouvoir et qui est le président du Conseil ne les contresigne pas, ces actes ne vaudront rien. Et quand le président de la République, qui est censé
signer le décret qui doit nommer le président du conseil va le signer, cela veut dire que le président du conseil qu'il nomme doit contresigner cet acte d'abord, avant que cet acte n'ait une valeur. C'est un non-sens. Je vous nomme, Pierrot, excusez-moi, je vous nomme ministre, et c'est vous qui devez contresigner mon texte pour que mon texte ait une valeur. Ça veut dire que si je vous nomme ministre, le texte n'a aucune valeur, jusqu'à ce que vous ayez contresigné mon décret. Ça dit, je rêve, excusez-moi, je rêve. Je n'ai jamais vu ce genre de réflexion, tout simplement parce qu'on veut concentrer le maximum de pouvoir entre les mains de celui qui va exercer demain ce rôle-là de chef de l'exécutif, de véritable chef de l'exécutif, tel qu'aujourd'hui le président de la République, dans le système que nous avons, l'exerce, et tel que va l'exercer demain celui qui va être le président du conseil. Alors, quand vous lisez, vous parcourez le texte, vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte. Est-ce qu'en réalité, l'objectif, c'est pas de partager un peu plus le pouvoir? Il n'y a en réalité aucun partage. Excusez-moi. Il n'y a en réalité, c'est ce qu'on a entendu. Il n'y a en réalité aucun partage. Vous savez, ce qui a poussé à cette histoire de régime parlementaire, c'est essentiellement le fait d'inscrire le pouvoir exécutif demain dans une dynamique d'absence de limitation de mandat et d'absence d'alternance telle que nous l'avons connue jusque-là. Parce que si nous adoptons ce régime et que le pouvoir exécutif réel passe de ce que nous avons aujourd'hui comme président de la République entre les mains de celui qui sera président du Conseil, eh bien nous avons définitivement terminé avec l'idée de limitation de mandat et d'alternance telle que cela a été conçu ou bien compris jusqu'à aujourd'hui. C'est un système qui vient de l'Occident aussi. L'Occident ne peut pas nous dire demain, vous êtes dans un régime parlementaire, limitez le mandat. Ça n'existe pas chez eux-mêmes. Ça n'existe pas. Dans un régime parlementaire, la limitation du mandat de celui qui exerce l'exécutif n'existe pas. Son pouvoir ou bien ses mandats ne sont limités que par le fait qu'il ait la majorité parlementaire ou qu'il ne l'ait pas. S'il n'a pas la majorité au Parlement, eh bien, son pouvoir est arrêté. Il ne peut plus être désigné comme président du Conseil et comme détenteur du pouvoir exécutif. Mais tant qu'il peut avoir la majorité au Parlement, eh bien, si c'est 10 fois, si c'est 20 fois, si c'est 30 fois qu'il a la majorité au Parlement, eh bien, autant de fois, il sera le chef de l'exécutif. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Depuis le début du processus démocratique à l'Assemblée nationale du Togo, la majorité est souvent détenue d'abord par le RPT puis par l'UNI. Est-ce qu'on a besoin justement de passer à un régime parlementaire pour que ceux qui dirigent le pays continuent par le diriger? Non. Si vous restez dans le régime semi-présidentiel ou présidentiel, l'Occident, les critiques vous diront toujours limiter le mandat. C'est un mandat renouvelable une fois, ou alors c'est 2 mandats renouvelables une fois, c'est un mandat renouvelable 2 fois. On vous posera ce problème. Mais quand vous rentrez dans le régime parlementaire, c'est fini. Cette histoire n'existe pas. Vous allez en Israël avec le régime israélien, il n'y a pas de question de limitation de mandat. Vous allez en Angleterre, il n'y a pas de question de limitation de mandat. Vous allez en Belgique, il n'y a pas de question de limitation de mandat. La limitation de mandat n'est conditionnée que par le fait que vous ayez la majorité au Parlement ou pas. Et tant que vous pouvez avoir la majorité au Parlement, ou en tout cas prétendre avoir la majorité au Parlement, eh bien, vous êtes au pouvoir. C'est ad vitam aeternam. Vous l'avez utilisé également dans votre thèse. Prétendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Prétendre parce que dans nos pays, on sait comment les élections se passent. La plupart du temps, ceux qui se proclament vainqueurs des élections dans les pays comme les nôtres ne sont pas forcément ceux qui ont véritablement gagné dans les urnes. La vérité des urnes n'est pas forcément ce qui est déclaré, ce qui est déclamé, ce qui est proclamé. C'est ça. C'est de ça que je veux parler. Celui qui a gagné effectivement les élections ou celui qui se proclame vainqueur des élections. Et vous savez le nombre de problèmes que les élections créent dans nos pays parce que, en réalité, la vérité des urnes
n'est pas ce qui a été proclamé au-delà des yeux. Vous avez été peut-être surpris quand j'ai fait référence tantôt à la conférence nationale, puisque cette semaine on a aussi entendu dire que l'actuelle constitution, ou la constitution qui est au cœur des polémiques depuis un peu plus de 30 ans, que cette constitution a été écrite par l'opposition. Écrite par l'opposition, la conférence nationale, si je me rappelle bien, en tant que rapporteur général, toutes les tendances étaient à cette conférence. Les seules personnes qui ont quitté la conférence à un moment donné, ce sont les militaires. Et même si on peut considérer que c'était des supporters du général Eyadema, je ne considère pas que nos militaires sont une partie du RPT. Même si dans la réalité, c'est quelque part ce qui se passait à l'époque. Ils supportent le régime en place. Tout le monde était représenté. Et quand il fallait rédiger cette constitution, ce n'est pas une personne, deux personnes qui se sont réunies. C'est tout un ensemble. Et pendant la transition que la constitution a été rédigée, et ces différentes personnes qui ont concouru à rédiger cette constitution, je ne peux plus me rappeler aujourd'hui de tous leurs noms, ces différentes personnes. Et pardon, cette constitution, quand elle a été rédigée, elle a été soumise au président de la République, le général Eyadema à l'époque, et c'est le général Eyadema qui a considéré que c'était une bonne constitution, qui est venu sur les ondes et qui a appelé les Togolais à aller l'adopter en disant c'est une bonne constitution. Pardon, si c'est une constitution qui est écrite par l'opposition contre le président de la République, pourquoi le président de la République est venu sur les ondes pour appeler les Togolais à aller au référendum et à donner un oui à cette constitution? Il ne faut pas qu'on nous bluffe. Mais enfin, c'est en référence au détail qui dépouille le président de la République au profit du Premier ministre. Non, cette constitution ne dépouille pas le président de la République. C'est la constitution de transition qui est l'acte numéro 6, je crois, de la transition de la conférence nationale qui dépouillait le président Eyadema. La constitution de 92 ne dépouille pas le président. La constitution de 92 est rédigée exactement sur le modèle de la constitution française. Le président de la République a toutes ses prérogatives, le Premier ministre a ses prérogatives. Mais justement, est-ce que c'est pas là où ceux qui portent le nouveau projet ont peut-être raison quand ils parlent de réalité africaine? Vous venez de dire que cette constitution du Togo était calquée sur des réalités ou de modèles français, peut-être avec des réalités occidentales. Est-ce que c'est pas quelque part là aussi que se pose le problème? Oui, là où se pose un problème. Je vais vous dire quel problème il se pose. Vous savez, quand ces dernières années, notamment avec les coups d'État qu'il y a eu au Sahel, après les régimes démocratiques qui n'ont pas subsisté, qui n'ont pas su donner le bien-être aux populations, les gens ont commencé à parler des constitutions africaines. On a dit oui, le régime, ou bien le système politique occidental n'est pas adapté à l'Afrique. La démocratie à l'occidental a échoué. Donc, pardon, je m'attendais à ce que, pour arriver à une nouvelle manière de gouverner en Afrique, et notamment dans notre pays, le Togo, on crée un système inédit, un système original, un système véritablement africain. J'ai été étonné de me retrouver aujourd'hui avec une constitution qui est régime parlementaire. Pardon, le régime parlementaire n'est pas un système africain. Le régime parlementaire, je vous ai dit tout à l'heure, est né de la Grande-Bretagne. Il est né en Grande-Bretagne. Et c'est un régime qui est pratiqué par les pays occidentaux, par l'Allemagne, par le Portugal, par la Belgique, par l'Espagne, par des pays comme la Hongrie aujourd'hui, par Israël. Ce n'est pas un régime, ce n'est pas un système africain. Alors, qu'on me dise si on considère que le système occidental a échoué en Afrique, qu'on me dise en quoi on peut accepter le système, le régime parlementaire, qui est aussi un système occidental. Ce n'est pas un système africain, ce n'est pas un régime africain, ce n'est pas créé par les Africains, et je ne sais pas en quoi ça reprend les réalités africaines. Je ne vois pas. Il y a aussi, par exemple, dans le débat lié au régime pratiqué notamment en Occident ou en Afrique, quand je faisais référence tantôt au classement des pays dans lesquels les gens sont relativement plus heureux, j'ai fait référence à l'Allemagne, justement, à l'Italie ou encore à Israël qui est cinquième. On peut se poser cette question aussi. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le régime politique pratiqué dans un État et le niveau de développement? Vous savez, il faut vous dire la vérité. Le régime politique n'entraîne pas le niveau de développement d'un peuple. Aucun régime politique
n'est constructeur de ponts, de routes, n'est initiateur ou créateur de développement. C'est les hommes qui gouvernent, qui, par leur vision, amènent au développement, quel que soit le régime. Quand vous prenez le monde aujourd'hui, quand vous prenez la Chine n'est pas démocratique. Et je le dis souvent. Mais la Chine est la première puissance économique du monde aujourd'hui. Quand vous prenez la Corée du Sud et le Japon, vous prenez l'Inde, ces pays se sont développés, ont posé toutes les bases de leur développement au moment où ils n'étaient pas démocratiques, surtout la Corée du Sud, Hong Kong, le Japon. C'est au moment où, par exemple, la Corée du Sud était sous le régime pratiquement de dictature qu'elle a posé les bases fondamentales de son développement. Donc, d'abord et avant tout, le développement n'est pas une question de régime, n'est pas une question de démocratie ou de dictature, c'est d'abord une question de la vision de ceux qui sont à la gouvernance, ceux qui tiennent les manettes du pays. Mais pourquoi est-ce que le problème de démocratie se pose dans nos pays? Vous savez, tous les systèmes ont leurs dérives, ont leurs dégâts qu'ils causent. Le système démocratique, avec la limitation de mandat, est celui qui permet de limiter le nombre de dégâts causés par une personne au pouvoir à un moment donné. Et c'est à cause de ça que souvent, on dit il vaut mieux prendre dans nos pays où les gens n'ont aucune limite en ce qui concerne la limitation des dégâts dans l'exercice du pouvoir par eux, on dit qu'il vaut mieux prendre la démocratie parce que si la personne qui est au pouvoir va causer des dégâts, va poser des problèmes, va s'accaparer des biens, va créer la corruption, va piller l'État, eh bien au maximum, il le fera pendant 10 ans et quelqu'un d'autre viendra. C'est à cause de ça que la démocratie, l'alternance, deviennent des systèmes auxquels les pays qui sont fragiles comme les nôtres s'accrochent et dans lesquels on demande il vaut mieux faire ce système plutôt que celui-ci. Dans les pays asiatiques, les gens ont une autre conception de l'État. Le sentiment patriotique est tel que ceux qui se retrouvent au pouvoir ne viennent pas pour gouverner pour eux, pour gouverner pour leur famille, pour gouverner pour leur parti, pour s'accaparer des richesses de l'État. Ils pensent venir faire quelque chose pour leur pays. Ils ont une vision pour leur pays. Ils ont une volonté de développer leur pays. Et donc, ces gens utilisent la dictature, mais arrivent à se développer. Chez nous, lorsque vous laissez quelqu'un au pouvoir avec toutes les prérogatives, sans limite, eh bien, il détruira le pays si vous le laissez longtemps au pouvoir. Voilà la seule difficulté, la seule raison qui fait que la démocratie est devenue quelque chose qu'on demande à nos pays fragiles d'adopter. Voilà. Je demandais tantôt dans mon introduction si le prochain président ou le prochain chef de l'État ressemblerait à Faure Gnassingbé, à Sylvanus Olympio ou encore au général Yadema. Les trois cumulent les 64 ans du Togo. Quand on regarde de près ce qui se passe, on a l'impression qu'on fait là un bilan de l'ensemble de cette gouvernance ou de ces gouvernances. Et ce bilan-là, visiblement, est négatif si on dit que demain, il faudrait un autre régime pour pouvoir mieux développer le Togo. Comment comprendre cela aussi? D'abord, je voudrais être d'accord avec vous qu'on fait un bilan. Mais Sylvanus Olympio n'a pas gouverné. Quel temps il a passé au pouvoir? Mais il a fait 3 ans. Oui, il a fait 3 ans. Oui. Et on a vu que les 3 ans n'ont pas été négatifs. Les 3 ans ont été très positifs pour le Togo. Les 3 ans ont connu une prospérité au Togo. Le seul problème, et je reviens dessus, c'est que c'est un régime issu de la lutte pour l'indépendance, très rapidement, a voulu avoir des relents de dictature. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Mais il faut donner à César ce qui est à César. Si on prend le régime de Sylvanus Olympio, si on prend les résultats que nous avions en 1963, avant que Sylvanus Olympio ne soit assassiné, on verra que le Togo était sur une voie ascendante. Voilà. Mais depuis, nous avons chuté.
Nous sommes allés dans l'abîme. Nous avons détruit. Mais ce qui est certain, il est difficile, oui, de détacher cette gouvernance. Puisque aujourd'hui, on veut changer carrément de régime. Oui, quand on veut changer carrément de régime. Je ne détache pas la gouvernance, mais je dis qu'il faut savoir raison garder. Ok? On ne peut pas juger 64 ans de pouvoir en mettant quelqu'un qui a fait 2 ans au pouvoir au même niveau que ceux qui ont fait 60 ans au pouvoir. Ce n'est pas possible. Il faut quand même que nous ayons à l'esprit cela. C'est ce que je veux dire. Bien sûr, quand on prend 64 ans, on inclura nécessairement Sylvanus Olympio. Mais je crois, et je reviens là-dessus, le problème n'est pas un problème de constitution de 1960 à aujourd'hui. Le problème est un problème de personne, c'est un problème de gouvernance. La gouvernance n'a pas été faite pour le bien-être des citoyens, pour le développement de notre pays. Et ce n'est pas parce que demain, on fera le régime parlementaire que la gouvernance, parce que c'est le régime parlementaire, va créer le développement au Togo. Si nous mettons le régime parlementaire, si nous gouvernons de la même manière que ce que nous avons fait par le passé, en ne mettant pas l'homme au centre du développement, au centre de la politique, en ne mettant pas une vision particulière qui cadre avec la volonté de donner le bien-être aux citoyens, de lutter pour l'intérêt général, si nous continuons toujours de travailler pour celui qui est au pouvoir, pour ceux qui l'entourent, pour sa famille, pour son ethnie, pour son parti politique, pour un groupuscule de personnes, une petite élite, si nous continuons toujours de gouverner en privilégiant la corruption et l'injustice, eh bien, demain, le régime parlementaire ne servira à rien. Il ne donnera que les mêmes résultats. Nous verrons vers la fin de cette émission vos solutions pour que le Togo puisse mieux se porter. Mais il y a une question qui sans doute taraude les esprits des Togolais de Lomé jusqu'à Saint-Cassé et aussi peut-être aussi des Africains. Pourquoi c'est au Togo? Pourquoi c'est le Togo? Non, le Togo a voulu se particulariser et il s'est particularisé depuis. Et puis on vous parle souvent de l'exception togolaise. Il n'y a pas d'exception togolaise. Excusez-moi. Pardon, quand vous et moi nous nous levons le matin, le soleil ne se lève pas de la même manière pour nous à la même heure et ne se couche pas à la même heure. Pierrot, et vous et moi, nous ne marchons pas sur les 2 pieds, ou nous marchons sur la tête. C'est quoi l'exception togolaise? C'est que les individus au Togo ont voulu faire les choses d'une certaine manière, qui malheureusement n'arrive pas à aller dans le sens de l'épanouissement de l'humain. Si demain, les choses changent et que la gouvernance au Togo s'inscrit dans le sens de mettre l'homme au centre de l'idée de la gouvernance, le bien-être de l'homme, l'intérêt général, la nécessité de répartir équitablement les richesses que génère un pays, eh bien, vous verrez, les choses deviendront différentes. Et même si nous retournons dans un régime de dictature, parce que la vision sera différente, nous générerons des conséquences différentes, et notamment un développement et le bien-être humain. Merci beaucoup, Maître Jean Degli. Vous êtes avocat au barreau du Togo. Vous êtes le président de l'association Bâtir le Togo. C'est avec vous que nous animons le D12 de ce jour consacré essentiellement à la constitution du Togo. Les auditeurs ont sans doute de nombreuses questions. J'en ai également vu laissées par ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde. Nous vous soumettrons ces questions dans un instant. Et pour ceux qui nous écoutent à Lomé et à l'intérieur du Togo, je rappelle les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Maître, mettez votre casque s'il vous plaît. Allô, bonjour. Oui. Oui, c'est Télé. Ouais. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci pour l'explication. Je pense que tout à l'heure, on a donné le rang que le Togo a eu 124e, je ne sais pas si nous avons le rang de 1960 à 1963. Bon, en ce qui concerne l'actualité au crible, je pense que notre vient de définir les choses que beaucoup ont déjà définies. Ici, on parle de l'égalité, de la légitimité, de la morale. Si on prend la légalité, je pense que
c'est le chèque blanc. Le chèque en blanc que l'opposition a donné en 2018. Enfin, il a signé ceux qui donnent la légalité. Mais il est dans l'illégitimité. Je pense que quand on parle de l'illégitimité, si on y a signé le président Paul a gagné les élections de 2021 et qu'il arrive à faire un régime parlementaire pour ne pas faire face au peuple togolais, je pense qu'il a compris que ouais, le peuple ne veut plus de lui. Est-ce qu'il va aller à l'Assemblée maintenant et acheter les gens comme le président Yadema l'avait fait en 1994 pour faire asseoir la monarchie de Yassine. Je pense que la morale dont je vais parler ici, c'est quoi? Est-ce que mettre à l'heure où nous sommes à un mois d'élection des échéances, est-ce que nous avons, comment dirais-je, la CEDEAO, ici la loi de la CEDEAO, la loi qui dit qu'à 6 mois, nous ne devons pas toucher les articles fondamentaux pour une élection. Est-ce que la CEDEAO, est-ce que l'opposition ou bien le peuple togolais peut interpréter la CEDEAO à ce niveau? Merci. Bien, merci Pelé pour votre intervention. Je rappelle pour ceux qui vont intervenir après Pelé d'être relativement court pour permettre à notre invité de réagir. C'est vrai qu'il y a un protocole, le protocole de la CEDEAO sur la démocratisation, sur la démocratie, il vaut quelque part que dans un délai de 6 mois avant les élections, il est difficile de faire une révision constitutionnelle si ce n'est pas consensuel. Je ne sais pas si vous avez une réaction à faire après l'intervention de Pelé. Non, j'aurais une réaction, et j'aurais d'autant plus une réaction que le problème se pose aujourd'hui de savoir si l'Assemblée qui est en place a normalement, disons, l'autorité pour faire une révision ou du moins un changement de constitution. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une révision, hein, il s'agit carrément d'un changement de constitution, d'une nouvelle constitution. D'abord, je voudrais dire que, à cet effet, j'ai entendu souvent les gens dire qu'il y a un vide constitutionnel. Il n'y a pas de vide constitutionnel. Et je me suis efforcé d'expliquer cela à certains Togolais de la diaspora qui m'ont posé la question, qui insistaient sur le fait de leur dire qu'il y a un vide constitutionnel. Et quand je leur dis que ce n'est pas une question de vide constitutionnel, ça ne leur a pas plu, ils se sont fâchés. Ils ont préféré s'attaquer à ma personne. Il n'y a pas de vide constitutionnel. Mais la Constitution dit que l'Assemblée, c'est l'article 52 derrière l'alinéa, les députés qui ont fini leur mandat restent en fonction. Le principe et la pratique dans le monde entier, c'est que quand un gouvernement qui est dissous reste en fonction, quand un parlement dont le mandat est arrivé à la fin reste en fonction, il peut expédier les affaires courantes. Il a la légalité parce que la loi dit reste en fonction, mais il n'a pas la légitimité pour faire certaines choses. Et quand on dit l'Assemblée reste en fonction, c'est parce que l'État ne peut pas s'arrêter de fonctionner. Par exemple, si le pays rentre dans une situation de guerre, et qu'il faut voter des textes parce que c'est l'Assemblée qui doit voter des textes, il faut pouvoir appeler les députés. S'il y a une urgence extrême, il faut pouvoir appeler les députés. C'est à cause de ça que quand leur mandat arrive à la fin et qu'il n'y a pas encore d'autres députés, on dit qu'ils restent en fonction. Mais que ces députés puissent s'arroger le droit de vouloir faire une nouvelle constitution, je crois que... je ne parlerai pas de morale, ils n'ont pas de légitimité pour ce faire. Et je suis d'autant plus convaincu que le texte qui a été proposé et qui est actuellement sur la table de ces députés dit lui-même clairement, dans son article 100, qu'il sera soumis à référendum. Le texte dit ceci: la présente constitution est promulguée dans les 15 jours qui suivent son adoption par référendum. Ça veut dire concrètement que nos députés savent qu'en réalité, si on veut aller à une nouvelle constitution, ce n'est pas référendum qu'il faut le faire. Et il y a l'article
59, je crois, de notre Constitution, qui dit que le mandat du chef de l'État est ce qui concerne ce mandat. Que cela ne peut se changer que par référendum. Donc, je crois que nos députés, normalement, ont compris. Moi, je ne sais pas pour quelle raison on se précipite aujourd'hui pour étudier ce texte. Peut-être qu'ils ne veulent pas l'imposer, ils vont attendre la prochaine législature pour pouvoir en discuter. Et ensuite, avoir les 2 tiers de l'Assemblée, parce que les 4/5e, ça permet de modifier directement la Constitution, et les 2 tiers, la majorité des 2 tiers permet de l'envoyer en référendum. Peut-être que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je ne veux pas d'avance accuser les gens ou avoir des préjugés, mais ce qui se passe actuellement, si cela a pour but, pour nos députés qui sont en fin de mandat et qui attendent l'élection de nouveaux députés, d'imposer une nouvelle constitution au Togo, je crois qu'ils n'ont pas la légitimité de ce qui peut se faire et qu'ils sont dans l'erreur. Et là, comme le dit M. Pelé, effectivement, les tests de la CEDEAO, nous sommes en contradiction, en violation des tests de la CEDEAO, et la CEDEAO peut être saisie. J'espère que l'auditeur qui vient de m'envoyer une question qui va dans le même sens que la réponse que vous venez de donner, cet auditeur est satisfait puisqu'il dit, est-ce qu'un changement de régime de constitution peut se faire, un changement de régime de la constitution peut se faire par l'Assemblée nationale ou par un référendum en donnant la voix au peuple? J'espère qu'il est satisfait, cet auditeur. Le téléphone, allô? Allô? Allô, bonjour, vous êtes à l'antenne. Je vais bien, votre nom? Oui, c'est Basile. Basile, allez-y. Oui, j'ai fait 8 minutes. Bon. Moi, je préfère ça. On me prenne. Et puis moi, je vous écoute. Et je sais comment je vais réagir après. Mais il n'y a pas, au Togo ici, là, tout est appauvri. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire 8 minutes à l'antenne en train d'attendre. Donc, je pense que vous allez essayer de modeler les choses pour que vous savez. Mais là, vous perdez encore, perdez encore de précieuses secondes, là. Oui, vous pouvez aller pour la venir, on soit bien. D'accord, je vous ai compris. Salut, maître Deglé. Merci, je vous salue aussi. Bon, c'est un personnage qui m'avait tellement marqué par sa probité, comment il dit les choses tout crues à l'époque. Moi, je lui signale que quand ils ont fait leur conférence nationale souveraine, qui est notre conférence nationale souveraine, moi j'avais enregistré ça. Aujourd'hui, sur YouTube, on peut le faire. Donc, j'ai banalisé mes Basile, allez-y s'il vous plaît pour votre question, Basile. Voilà. Moi, quand cette consortium commençait, j'ai dit, les députés là ne quittent pas l'Assemblée. Sauf qu'ils ne peuvent pas faire des modifications qui engagent le peuple. Aujourd'hui, tout le monde vient là-dessus. Je ne sais pas ce que je dis au début, tout le monde arrive à venir là-bas. Bon. Et je ne sais pas si je me suis fait comprendre là-bas. Je dis, les députés qui sont là, ils ne peuvent pas modifier notre constitution et même pire, changer notre constitution. Les gens pensaient qu'on blaguait, on disait, le professeur Ounake va venir dire que c'est légal. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais ça ne me regarde pas. Tout le monde cherche à être nommé quelque part. Moi, ça ne me regarde pas. Basile. Oui, est-ce que... J'ai un truc personnel avec Maître Deglé. Bon, je laisse ça tomber parce que c'est trop frustrant. Je laisse ça tomber. Je crois que Basile, il est intervenu, il n'a pas vraiment de questions. Après Basile, est-ce qu'on peut avoir un autre auditeur sur 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70? Est-ce qu'on a un auditeur? Si on n'a pas un auditeur... Allô? 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 Oui. Oui, c'est dans l'émission. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? C'est M. Koumlavi. Koumlavi? Oui. Oui, allez-y. Oui, j'aimerais toujours saluer notre invité. Et je voulais parler par rapport à ce régime.
est-ce que selon la situation, est-ce que ça ne va pas permettre un jour à l'opposition, je pense que c'est aussi un canal par lequel l'opposition pouvait arriver à diriger aussi ce pays, à prendre des décisions, si arriver à mobiliser les gens pour les législatives et ils ont la majorité. Donc je pense que c'est une manière aussi d'amener l'opposition à travailler pour avoir beaucoup de députés à l'Assemblée. Comme ça, eux aussi, comme en allant même à la présidentielle, ils n'arrivent pas à accéder au pouvoir, avec les députés, eux aussi auront une part de décision, bien des yeux pour la décision pour d'attendre d'être président un jour avec les députés, ça pourrait les aider aussi à monter dans l'instance décisionnelle. Et autre chose, lorsqu'on dit aussi que pour les députés qui ne sont pas légaux, mais dans la Constitution, pourquoi eux, notre invité, ils sont partis des qui font la loi, pourquoi ils n'ont pas précisé dans la loi qu'ils restent au poste, mais ils n'ont pas la légitimité. Actuellement, lorsque nous prenons la Constitution, c'est de nous écrit qu'ils ne sont pas habilités à le faire. On nous appelle maintenant à faire la raison. Donc, c'est à chaque loi, à chaque article, on doit procéder à des raisons. Pourquoi que ça va poser problème. À ce moment, je vois. Ils n'ont rien expliqué avant. Aujourd'hui, tout le monde vient dire qu'il faut faire recours au moral. Donc, je pense que c'est les États qu'ils devaient corriger. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui est sur le papier qu'on entend regarder. Bien, merci comme l'avis. Je voudrais lui répondre. D'abord, on commencer par la deuxième question. Une constitution, ce n'est pas un document dans lequel on met tous les détails. Dans tous les pays, la constitution est ainsi rédigée. Les députés qui sont en fin de mandat et qui attendent d'être remplacés ou qui attendent des élections ne posent pas n'importe quel type d'acte. De la même manière, lorsque le Premier ministre ou bien un gouvernement démissionne et qu'on dit que le gouvernement n'a qu'à rester en place pour expédier les affaires courantes, ce gouvernement n'engage pas le pays dans des situations qui sont des situations fondamentales. Par exemple, engage des dépenses qui sont des dépenses fondamentales. Non, on expédie les affaires courantes. C'est la même manière. On n'a pas besoin d'écrire d'abord dans la Constitution que, bon, ok, on cite les actes que vous pouvez poser et les actes que vous ne pouvez pas poser. Mais si on commence à faire ça, ce ne serait plus une Constitution. Bon, la deuxième question qui pose, est-ce qu'en faisant ce régime-là, l'opposition ne peut pas arriver au pouvoir? Mais dans le régime présidentiel et semi-présidentiel aussi, l'opposition peut arriver au pouvoir. Dans le régime dont il parle, que l'opposition va arriver au pouvoir parce qu'en faisant élire des parlementaires. Combien de parlementaires l'opposition togolaise a fait élire jusque-là? Et depuis quand l'opposition togolaise a été majoritaire à l'Assemblée? Est-ce qu'il n'en a jamais vu une seule fois? C'est celle du CAR en 1994 qui a failli arriver, mais rapidement le pouvoir a changé la donne en essayant je ne sais pas si on peut dire, d'acheter ou de retourner certains parlementaires et de retourner aussi un parti qui est le parti de Edem Kodio, qui a eu 5 députés et qui sont devenus parti charnière et qui se sont joints 5 ou 6 6 députés qui se sont joints au RPT pour empêcher l'opposition d'avoir la majorité à l'Assemblée. Donc c'est dire que dans notre pays, le problème qui continue de se poser, c'est un problème de volonté de s'accrocher au pouvoir, de volonté de ne pas lâcher le pouvoir, de volonté de continuer. Et les élections, nous savons comment ça se passe dans nos contrées. Bien, merci. Après, comme la vie, nous allons essayer le 4e auditeur. Allô, bonjour. Alors, bonjour. Oui, votre nom? Oui, c'est Paul. Paul. Ouais. Paul, allez-y. Oui, je salue le plateau et puis je remercie Maître d'avoir assez expliqué. Bon, moi j'ai tout compris, hein. Aujourd'hui, quel que soit ce qu'on dit, je pense qu'aujourd'hui, c'est la force. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de pouvoir. C'est la force. Parce que Maître l'Église nous dit que c'est l'option de personne. La volonté. Une fois qu'ils n'ont pas la volonté, quel que soit ce que nous avons crié, c'est la force. Non? Lorsqu'il n'y aura pas une force opposante plus lourde, mais nous sommes foutus. C'est ce que moi je pense. Mais il faut que je vienne à la raison. Parce qu'après tout ça là, moi je ne sais pas pourquoi on se fait
Merci. Bien, merci. Mais sur la question de la vie, oui, il y a quelqu'un qui a fait la même remarque ce matin quand il évoque la situation de quelqu'un comme Benjamin Netanyahu, dont le pays est en guerre, ou Biden, par exemple. Est-ce que, par exemple, ceux qui sont à ce niveau-là, est-ce qu'ils vivent mieux que ceux qui sont au bas de l'échelle? Ça dépend. En tout état de cause, ils ne sont pas comme ceux qui sont au bas de l'échelle. Ils ont un pouvoir, ils ont une protection, ils ont un certain niveau de soins, ils ont un certain niveau de revenus. Peut-être que celui qui est au bas de l'échelle ne considère pas qu'il vive mieux. Mais le jour où il se retrouvera là-bas, peut-être qu'il pensera qu'il vit mieux. Mais il y a tout le stress. Mais il y a tout le stress lié à la position du dirigeant. Oui, Pierrot, comment comprenez-vous que quelqu'un qui a tout le stress continue quand même de vouloir rester dans un poste? Vous avez vu, le président Trump, à un moment donné, même dans les pays occidentaux, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas le quitter. C'est une question aussi d'éducation, de valeurs qu'on respecte. C'est une question de la vision qu'on a de la vie. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils aiment le pouvoir parce qu'on jouit du pouvoir. Il y a des aspects jouissifs du pouvoir et puis il y a des aspects obligations au pouvoir. Malheureusement, dans certains cas, et notamment dans les pays africains, le côté jouissif du pouvoir devient beaucoup plus important que le côté obligation. Mais dans les pays, souvent, je dirais, occidentaux ou bien à démocratie réelle, où vous avez le peuple sur le dos que vous devez satisfaire, l'aspect obligation est plus important. Donc, à un moment donné, vous-même, vous avez envie de quitter parce que ça devient assez lourd. Mais dans nos pays, ce n'est pas l'aspect obligation qui est plus important. Vous savez, combien de fois les dirigeants en Afrique se préoccupent-ils de donner du bien-être à leur population? Le bien-être, c'est à eux, c'est à ceux qui les entourent, c'est à leur famille, c'est à leur parti. Ce n'est pas aux populations. Mais s'ils sont obligés véritablement de rendre compte, de donner du bien-être aux populations, de se soucier de leur bien-être, de se soucier du développement, à un moment donné, vous en avez marre, vous avez fini votre mission, vous laissez quelqu'un d'autre prendre. Bien, merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, votre nom? Komi des Anguera? Affirmatif. Allez-y. Première question, merci à l'invité d'être passé. J'aimerais lui poser la question. Ceux qui ont initié ce travail-là, de régime parlementaire, qu'est-ce qui pourrait expliquer leur absence à venir nous expliquer le bien fondé de ce Parlement-là? À la rigueur, vous qui êtes contre, vous avez cette volonté et la facilité d'y passer pour mieux expliquer. Mais à leur niveau, qu'est-ce qui explique leur cachette? Deuxième question, vous avez suscité l'article 100 et l'article 159 qui dit que le touchement de ces articles pouvait se faire par voie référendaire. Et voilà que des gens s'organisent pour le faire. Est-ce que l'armée, en raison de l'article 150, qui dit en coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle? Est-ce que là, nous sommes en droit, en tant que population, de demander à l'armée togolaise de nous rétablir la légitimité constitutionnelle? Et pour finir, la troisième question, la Constitution, toujours à son alinéa, article plutôt 150, alinéa 2, demande à nous, population, de faire la désobéissance. À quel moment juste on peut en découdre avec cette assemblée partante? Bien, merci pour les différentes questions. Je ne sais pas si vous voulez commencer par exemple, ce qu'on entend depuis quelques jours venant de certains milieux politiques, quand ils comparent ce qui se passe à un coup d'État constitutionnel. Est-ce que vous partagez le même sentiment? Non, je ne partage pas forcément le même sentiment. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont dans une volonté aujourd'hui, comme souvent,
d'aller par la force à quelque chose. Et qu'il faut que ceux qui ne sont pas d'accord aussi se manifestent et demandent qu'on respecte à la fois la légalité et qu'on soit dans la légitimité. Pour le moment, je ne peux pas dire qu'on est dans une situation de coup de force. Peut-être qu'il y a une volonté de coup de force. Il y a une volonté de vraiment imposer quelque chose contre la volonté. Et il ne faut pas rester les bras croisés et attendre ça. Donc, pour moi, quand ce genre de situation se pose, il faut toujours sortir, il faut opposer les arguments, il faut montrer que, eh bien, d'un côté, on a aussi des gens qui ne sont pas contents, des gens qui n'acceptent pas, mais qui font partie aussi du peuple. Mais rester juste en disant non, parce que c'est trop facile de dire oui, c'est une volonté de coup d'État, et puis bon, on reste là et puis c'est tout. Hein. Non, non, non. Je crois que quand on n'est pas d'accord, on s'exprime, on le manifeste, on mobilise, et puis on finit par... sinon, depuis quelques jours, on a quand même écouté beaucoup de leaders politiques intervenir pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Oui, les leaders politiques qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, mais il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent aussi de montrer mieux qu'on n'est pas d'accord et de demander que les choses soient faites autrement. Il faut utiliser ça. Par exemple, quelqu'un parlait tout à l'heure de saisir la CEDEAO, de faire ceci ou de faire cela. Il faut utiliser tous les mécanismes légaux qui existent. Okay? Plutôt que de rester dans la situation de pleurnichard et de dire, bon, ok, il y a un coup d'État ou bien on va faire coup d'État. Non, je ne crois pas. J'entends surtout notre diaspora, où les gens sont là, tranquilles, dans leur chambre, avec leur famille, et disent, oui, les leaders politiques, pourquoi ils ne font pas ci, pourquoi ils ne font pas ça? Comme si eux, ils ne sont pas des Togolais, ils ne peuvent rien faire. Dans les pays où ils sont, ils disent que non, qu'il faut que les gens se mobilisent. Pourquoi ils ne se mobilisent pas déjà là-bas pour montrer que les Togolais se mobilisent partout, pour s'opposer à quelque chose? Non, non, ils ne sont pas intéressés. Par exemple, ils ne sont pas intéressés. Une annonce de Togo Debout qui manifeste devant l'ambassade du Togo à Paris. Oui, c'est une annonce de Togo Debout. Oui, les autres. J'ai même lu sur certaines plateformes, ah oui, il faut aller brûler l'Assemblée, pardon. D'abord, brûler l'Assemblée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis celui qui dit en France ou en Allemagne qu'il faut aller brûler l'Assemblée, n'a qu'à venir à Lomé pour brûler l'Assemblée. Ah, il impute ça aux leaders politiques qui sont sur le terrain, ils sont là, ils ne font rien, ils sont tranquilles, et puis ils demandent aux gens de faire des choses. Bon, deuxième chose, le compatriote dit que ceux qui ont initié ce travail, ne peuvent-ils pas venir l'expliquer? Ils pourront être d'accord pour l'expliquer. Personne n'a dit qu'ils ont refusé de venir l'expliquer. Ceux qui ont initié ce test et ceux qui l'ont rédigé, ils n'ont dit nulle part qu'ils refusent de venir l'expliquer. Je crois que peut-être le moment venu, ils l'expliqueront, ou alors ils auraient pu l'expliquer s'ils avaient eu les moyens. Il y a par exemple, oui, il y a un professeur d'université qui est intervenu sur plusieurs médias déjà pour expliquer. Professeur Bounaké. Par exemple, oui, donc on ne peut pas dire qu'ils ont refusé de venir expliquer. Il faut pas... mais la question qu'il y a autour de ceux qui ont initié, c'est que depuis un temps, beaucoup se posent la question, qui sont-ils vraiment? Est-ce qu'on connaît toute la liste? Puisque un certain nombre de listes circulent, il est difficile de savoir nommément. Vous savez, lorsque vous faites quelque chose qui est bon, et que vous avez la conscience tranquille, vous proclamez que c'est vous qui l'avez fait. Mais lorsque vous faites quelque chose qui est sujet à caution, vous avez des difficultés à vous montrer. Je crois que si les gens qui ont initié ce texte pensent que véritablement c'est une très bonne chose, c'est ce qui va être le salut du Togo demain, on les verrait sortir la tête et dire voilà, c'est nous qui l'avons fait, bomber le torse et nous le dire. Mais s'ils pensent que ce n'est pas forcément quelque chose de bon, ou alors que c'est quelque chose qu'ils font en réalité pour d'autres idées, avec d'autres idées et avec d'autres ambitions que le bien-être des populations togolaises et le bonheur du Togo pour demain, ils ne sortiront pas. Et quand le monsieur qui a posé la question parle d'aller s'adresser à l'armée pour rétablir la légalité, je ne sais pas s'il a les canaux pour s'adresser à l'armée. On s'adresse à l'armée aussi facilement. Bon, s'il a les canaux pour aller s'adresser à une armée pour venir rétablir la légalité, bon, bonne chance à lui. Il parle de désobéissance civile. Désobéissance civile, s'il a la capacité de l'organiser. C'est bon, hein, tout ça là, ça se trouve. C'est nos droits, hein, ça se trouve dans notre constitution. Et d'ailleurs,
Dans la nouvelle constitution, vous n'avez pas tout ça. On l'a enlevé. On a enlevé les droits de l'homme et on les a remplacés. Les droits de l'homme ne sont plus constitutionnels. Si on prend ce nouveau test, s'il passe demain, les droits de l'homme ne sont plus constitutionnels. Aujourd'hui, nous les avocats, nous évoquons directement les droits de l'homme devant les tribunaux en disant c'est la Constitution qui prévoit ça. Ici, on les a enlevés et puis on a mis un document où on dit déclaration solennelle des droits et devoirs fondamentaux annexés, jointe à la Constitution. Ce qui n'a pas du tout la même valeur. Ça n'a plus valeur constitutionnelle. C'est une déclaration. Oui, mais il y a aussi une question qui se pose. Il y a une question qui se pose. La version que vous avez là, puisque beaucoup pensent que les versions ne sont pas les mêmes, que ces versions ne sont pas identiques, que des fois même certains parlent de l'authenticité de ces documents qui circulent sur les réseaux sociaux. La version que j'ai est une version authentique. Bien, merci. Il y a cette question qui a été laissée depuis le matin, quand nous avions annoncé votre passage ici, c'est la question de Clément Agbo. Il dit, nous voulons savoir l'avantage ou les avantages éventuels et les inconvénients il parle du coup d'État constitutionnel bis qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. Comment faire pour les ramener à la raison? Comment faire pour ramener qui à la raison? Mais ceux qui sont à l'Assemblée nationale, lui, il parle carrément de coup d'État. Oui, mais il faut que les Togolais s'organisent pour s'adresser à leurs députés. C'est eux qui les ont élus. Il faut qu'on s'adresse à nos députés, il faut qu'on leur dise ce que nous pensons. Moi, je ne suis pas... Quelqu'un a dit tout à l'heure, Maître Degli, lui, c'est lui qui explique parce que c'est lui qui est opposé au test. Je ne suis opposé à rien du tout. Vous savez, je ne suis pas beaucoup plus porteur du test d'hier que celui qui est proposé là. Je trouve seulement que cette histoire de changement de régime n'a, au jour d'aujourd'hui, aucun avantage par rapport à ce que nous avions déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va faire un changement de régime demain que le Togo se portera mieux. La seule chose qu'il y a dedans, c'est que ça garantit le pouvoir ad vitam aeternam pour le parti qui se proclame vainqueur aux élections législatives. Mais si on s'entend à ce que vous venez de dire, qu'on change de régime politique ou pas, pourquoi ça gêne autant? Ça gêne autant parce que, justement, les gens pensent, ou les gens ont raison de penser, qu'en fait, en mettant ce régime, c'est tout simplement parce qu'on veut installer le pouvoir exécutif dans l'éternité. C'est ça. C'est ça. OK? On veut installer, c'est-à-dire ce régime ou bien cette nouvelle constitution n'a pas d'autre but en réalité que de faire en sorte qu'on n'ait plus demain à parler de limitation de mandat, ni d'alternance politique, et que le parti qui se dit vainqueur aux élections législatives est au pouvoir, et si c'est à vie, ce parti sera au pouvoir avec son leader. Bien, merci. Il nous reste 15 minutes. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, je vais bien. Et vous? Rappelez le nom, s'il vous plaît. Alex. Arex. Ok, allez-y. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur. Oui, merci pour vos explications. Vous nous avez permis encore plus de comprendre beaucoup de choses. Moi, je pense que les gens sont dans une situation, comme vous l'avez expliqué. Je comprends pourquoi les gens sont allés à l'Assemblée générale de l'Union pour dire qu'ils sont fatigués. Au fait, ils sont fatigués qu'on leur dise de limiter le mandat et de laisser le pouvoir, quoi. Maintenant, il faut faire une invitation à aller à un régime parlementaire, comme vous l'avez expliqué, pour ne pas se voir, voilà, pour qu'on ne puisse pas faire ces injonctions-là dans la vie. C'est triste, hein. Moi je pense que ceux qui, depuis quelque temps, depuis les coups d'État qui sont passés dans la sous-région, disaient qu'il faut faire des constitutions qui seront adaptées à nos réalités sont permis. Maintenant, en répondant à la question d'un maître qui disait que oui, on peut servir la CEDEAO. Moi, je me demande, et en même temps, c'est une question pour notre invité, je me demande quelle CEDEAO on va servir. Puisque, comme je viens de le dire, depuis qu'il y a eu des coups d'État dans la sous-région, beaucoup de gens, à tort ou à raison, on a incriminé la CEDEAO sur la ligne. On a même dit, on a expliqué des gens ici, même des responsables de partis politiques, que la CEDEAO n'existe plus.
Parce qu'aujourd'hui, les responsables des partis politiques ou des responsables de la société civile qui disaient ces choses-là à l'époque, qui étaient très contents de tout ce que s'est passé, comment que ces coutistes malmenaient la CEDEAO-là. Comment est-ce qu'ils peuvent aller servir cette CEDEAO aujourd'hui? Est-ce qu'elle existe pour qui? Est-ce qu'ils peuvent aller la servir aujourd'hui? Voilà ma question. Monsieur Arès, la CEDEAO existe. Ce n'est pas parce que certains pays ont eu maille à partir avec la CEDEAO, ni parce que les pays de l'AES ont décidé de quitter la CEDEAO pour le moment, que la CEDEAO n'existe plus. Vous savez, la CEDEAO, le problème fondamental que la CEDEAO a eu, c'est de ne pas avoir été constante comme organisation et d'avoir eu une position et son contraire au cours de sa vie. C'est ça le gros problème de la CEDEAO. La CEDEAO ne peut pas en même temps mettre en place un protocole, dire que il faut limiter les mandats, et pendant que certains pontes de la CEDEAO disent qu'ils modifient la Constitution, ils mettent le compteur à zéro, ils reprennent, rester silencieuses et puis les regarder et même pratiquement les applaudir. La CEDEAO s'est décrédibilisée sur un certain nombre de points. Mais depuis ce qui s'est passé avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, je crois que la CEDEAO a commencé à reprendre conscience de la nécessité d'avoir de la rigueur. Et dernièrement, avec le Sénégal, j'ai revu la CEDEAO intervenir. Et lorsque le président Macky Sall a décidé de changer unilatéralement la date des élections et de les mettre en décembre, la CEDEAO a intervenu. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la CEDEAO n'existe plus. Maintenant, est-ce que nos responsables politiques ou les responsables de partis politiques togolais ont applaudi les problèmes qu'avait la CEDEAO? Qu'ils aient applaudi ou pas, la CEDEAO demeure une institution, et lorsqu'il y a des problèmes pour lesquels on peut l'approcher, pour qu'elle nous aide à trouver la solution, et bien nécessairement, il faudra l'approcher. Bien, merci. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Il y a quand même cette question qui a été laissée sur les réseaux sociaux par Ekwe Sativi qui nous regarde du côté de l'Europe. La question c'est celle-ci. Comment voit-il le Togo dans 10 ans en tant qu'acteur témoin de l'histoire togolaise de ces 30 dernières années? Comment je vois le Togo dans 10 ans? À l'allure où nous allons, si nous ne changeons pas de manière de nous comporter, si nous ne changeons pas de gouvernance, si nous n'intégrons pas la gouvernance, ou bien si nous ne l'orientons pas vers l'intérêt général, vers la culture du respect de l'autre, vers le bien-être de nos populations, si nous n'orientons pas la gouvernance vers le sens dans lequel on peut placer l'homme en son centre et travailler uniquement pour le développement du pays, si nous restons toujours dans ce en quoi nous sommes aujourd'hui, incapables de faire un projet sans qu'il y ait de la corruption, si nous sommes toujours dans cette dynamique de ne pas rendre compte et que nous pensons que ceux qui nous ont mandatés ne représentent rien et que c'est nous les mandataires qui sommes au pouvoir ou bien qui sommes à la gouvernance, c'est nous qui avons tout le droit de faire tout ce que nous faisons, dans 10 ans, je vois le Togo dans une situation pire qu'aujourd'hui. Je vois le Togo avec beaucoup plus de jeunes dans la rue, chômeurs, qu'aujourd'hui. Je vois le Togo avec beaucoup plus de délabrement économique, sur le plan économique et social, qu'aujourd'hui. Mais si nous arrivons à changer et à orienter autrement, à ne pas prendre le pouvoir pour le pouvoir, mais à prendre le pouvoir pour que le pouvoir serve à l'humanité et au développement de l'humain, au bien-être de l'humain, dans 10 ans, le Togo peut changer. Voilà. Un dernier auditeur pour permettre à notre invité de revenir sur les propositions qui sont les siennes pour que notre pays puisse se développer, puisque le changement de régime aussi est lié à des questions de développement. Allô, bonjour. Oui, s'il vous plaît, c'est comme qui est revenu. Oui. C'est sur ma question d'interpellation de l'armée. Parce que ceux qui changent la constitution se prévalent de l'article 52 sont des derniers alinéas qui
qu'il reste en fonction jusqu'à l'arrivée des nouveaux. Et voilà que dans la même constitution, il y a l'article 150 aussi, que tous ceux ou groupes de personnes qui vont vouloir toucher au test, c'est-à-dire l'article 59, doit être par référendum. Ce qu'ils ne font pas, c'est l'article qui donne droit à la désobéissance civile, qui donne aussi le droit d'interpeller l'armée. En ce moment, est-ce qu'on aurait besoin encore d'une autorisation de quelqu'un avant d'interpeller l'armée? C'est ça que j'aimerais poser comme question. Bien, merci. Je crois que Maître Jean Degley a répondu à cette question, mais je ne sais pas s'il veut ajouter une couche. Je n'ai jamais dit qu'on a besoin de l'autorisation de quelqu'un pour interpeller l'armée. J'ai dit, si quelqu'un se sent le pouvoir d'interpeller l'armée, bon, c'est... La Constitution prévoit l'interpellation de l'armée. La Constitution togolaise, ce n'est pas la première fois qu'elle est modifiée. Ce n'est pas la première fois que nous avons dit qu'il y a eu violation de la Constitution, que la Constitution a été tripatouillée. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi à interpeller l'armée pour que l'armée togolaise revienne, comme dans certains pays, mettre de l'ordre dans la maison. Donc, si une personne ou une organisation se sent cette autorité-là, bon, c'est un pouvoir, c'est un droit constitutionnel, hein, peut le mettre en pratique. On va revenir sur le schéma du régime parlementaire une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que dans un régime parlementaire, on a 3 institutions fondamentales. Le président de la République, qui est essentiellement un titre honorifique, qui, comme le dit le test que nous avons, le nouveau test que nous avons, dans son article 42, il est le garant de l'unité nationale, de la continuité de l'État, il veille au respect de la Constitution. Ok? Il signe les décrets pour nommer les préfets, les directeurs de l'administration centrale et les officiers généraux. Ce président de la République, dans tout ce qui se trouve dans le texte, est un président qui inaugure les chrysanthèmes, comme on dit. C'est-à-dire, ce titre-là, c'est un titre honorifique. Le président n'a pas un réel pouvoir, il ne gouverne pas. Nous avons, deuxièmement, le président du Conseil, qui, dans un pays comme l'Allemagne, s'appelle chancelier. Dans un pays comme l'Italie, s'appelle président du Conseil. Dans un pays comme la Grande-Bretagne, Israël, la Belgique, qui ont le même système, s'appelle Premier ministre. Et il est issu du parti majoritaire à l'Assemblée. Et dans ce système que nous avons, c'est lui qui a la réalité du pouvoir exécutif. Le président de la République, c'est un titre honorifique. Donc quand on nous parle de président de la République qui a un mandat limité, ça ne signifie rien du tout, puisque le président de la République, c'est bon, il a un mandat de 7 ans, renouvelable une fois, mais il n'a aucun impact sur la politique togolaise. Mais comment comprendre que justement, au moment où même si il ne signifie rien dans ce qui est en train de se préparer, comment on a pu penser à 7 ans? Non, 7 ans, je ne sais pas qui a pensé à ça. Je ne sais pas comment on a pensé à ça. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas dit 5 ans. C'est de la même manière que l'Assemblée. L'Assemblée, on dit 6 ans. Comment est-ce que 6 ans a été arrivé dernièrement? Je ne sais pas. Il y a des gens qui, à un moment donné, décident qu'il faut changer. Ou peut-être aussi, c'est le fait de pouvoir tromper un peu la vigilance des gens qui a fait qu'on a mis 7 ans renouvelables une fois pour que tout le monde dirige son attention vers là. Alors que le pouvoir n'est plus là-bas. Dans la configuration que nous aurons aujourd'hui avec le régime parlementaire, la réalité du pouvoir exécutif se trouvera entre les mains de celui qu'on appelle le président du Conseil. C'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires, c'est lui qui est pratiquement le commandant de l'armée, c'est lui qui gère la politique du pays au jour le jour. Et je dis que le test a poussé l'outrecuidance jusqu'à dire que s'il ne contresigne pas les actes du président de la République, que ces actes du président de la République sont sans force du tout. Donc, globalement, c'est ce que nous avons. Donc, il faut que les gens cessent
de penser à ce que nous avons eu pendant les 64 ans passés. Demain, le président de la République, celui qui s'appelle président de la République, ne sera plus pratiquement pas grand-chose. C'est celui qui sera président du Conseil ou qui joue le rôle de Premier ministre dans les régimes parlementaires, c'est lui qui aura la réalité du pouvoir. Et c'est vers lui qu'il faut s'orienter. Et lui, il aura un mandat qui est calqué sur celui de l'Assemblée et qui est renouvelable ad vitam aeternam tant qu'il peut faire en sorte que son parti soit majoritaire à l'Assemblée. Voilà, nous sommes en train de partir de quelque chose que nous avons connu hier à quelque chose qui peut venir demain et qui ne sera pas du tout la même chose. Donc si quelqu'un met dans la nouvelle constitution que l'actuel président de la République n'a plus le droit de briguer le poste de président de la République, ça ne signifie rien du tout. Parce que le président de la République aujourd'hui se retrouve dans le président de conseil qui va arriver demain. Si quelqu'un dit qu'on a limité le mandat du président de la République, ça ne signifie pas grand-chose. Voilà globalement le schéma qui nous est servi. Et je voudrais dire que ce schéma ou un autre, ce n'est pas là où se trouve le débat. Le débat se trouve au niveau de la gouvernance et de ce que la gouvernance doit donner. Justement, dans votre thèse, c'est ce que vous avez préconisé, que si demain on luttait mieux contre la corruption, contre un certain nombre de dérives, que nos pays se porteraient bien. Vous savez, si demain on est capable de mettre en place un système de gouvernance qui permette d'avoir le bien-être des citoyens, de lutter contre la corruption, de faire en sorte que ceux qui sont au pouvoir ne croient pas que le patrimoine de l'État est leur patrimoine. Que ceux qui sont au pouvoir ne gouvernent pas pour leur famille politique, pour ceux qui les entourent, mais gouvernent pour l'ensemble des citoyens et sont capables de rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, on n'aura plus besoin en réalité de parler de démocratie, de limitation de mandat, d'alternance ou autre. Parce que la gouvernance fera exactement ce qu'il faut qu'une gouvernance fasse. Et justement, c'est parce que la gouvernance, même dans les nouvelles démocraties, n'a pas pu faire cela que nous avons les coups d'État que nous avons au Sahel aujourd'hui. Voilà. Merci d'être venu, maître Jean Degli. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Togo. Vous êtes le président de l'association Bâtir le Togo. L'émission, elle s'achève. Merci à Bogatou pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.